Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Ça y est, on est revenu de vacances. Bon, on est revenu même un peu en retard de vacances. Bon, 16 minutes de retard, c'est rien. Ça arrive. On se pardonne. On est vraiment désolé, ça se reproduira plus. Autre problème que vous pouvez le voir, on est que 4. Mais c'est parce que le micro il marche pas. Donc on s'est dit qu'on allait le tenter comme ça cette semaine. Mais bonne nouvelle, normalement le 20 janvier, le studio télé est rénové. Donc quand on rentrera de stage, on aura peut-être un studio télé tout neuf pour faire nos émissions. Donc ça sera cool. Super. On a encore 2-3 émissions à faire comme ça, mais bon, c'est pas spécialement grave. Bon, par contre, le menu il reste le même que les autres soirées de l'info ce soir. Donc on va commencer avec vos chroniques d'actualité. Ensuite, on aura un petit débat. Et ensuite, un quiz et des petits jeux. Voilà, ça vous va ? Parfait, super. Génial. Et bah alors, vu qu'on est en retard, on commence sans plus direct. attendre avec Léo. Oui. Donc Bah, toi, déjà, tu vas comment tu vas, Jules ? Bah ça va très bien. Et en plus, ton sujet est assez intéressant Ouais. parce que tu fais un vécu un petit peu quand même de C'est ton ça. sujet. C'est ça. Mais en fait, je vais vous parler du Dry January. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le principe, il est simple. Pendant la totalité du mois de janvier, pas la moindre goutte d'alcool n'est autorisée. Du coup, un mois complet de sobriété. Si on remonte un peu, en 1942, le gouvernement finlandais avait réalisé la campagne appelée Sober January, dans le cadre à l'époque de son effort de guerre. C'est la première trace d'un Dry January au monde. C'est plus tard que la campagne Dry January est née. Cette campagne est née au Royaume-Uni et s'est diffusée progressivement dans l'Occident dans les années 2010. Après, grâce aux réseaux sociaux, aux associations de lutte contre l'alcoolisme et tout ça, ça s'est développé surtout là dans les années 2020. Mais c'est plus qu'une campagne, pour certains c'est un défi. Ça fait partie des bonnes résolutions de la nouvelle année. Mais ce défi, il n'est pas anodin. Il pousse chacun à interroger sa relation avec l'alcool, souvent banalisé dans notre société. Pour certains, le Dry January permet avant tout de faire une pause après les excès des fêtes. Pour d'autres, c'est l'occasion de tester leur capacité à dire non dans des situations sociales où l'alcool est très présent. Et donc toi, tu le tentes Je le tente cette année parce que je me suis dit pourquoi pas. J'en avais déjà entendu parler et on rigolait sur ça, on disait ouais on va le faire et on l'a jamais fait quoi. Ouais, Aussi, Jules. On l'a jamais vraiment fait. Donc là, on est le 9 janvier. Donc t'es quasiment un tiers du défi. Pas de craquage pour l'instant. Non, pour l'instant ça a été. Il y a eu au Nouvel An, moi j'ai décidé d'arrêter à minuit pile le 31. Et il y a eu une forte pression sociale de mes parents qui nous regardent. Et j'ai su résister à cette chose-là. Je pense que c'est la chose la plus compliquée. Parce que je pense que si t'as vraiment un problème, si c'est le goût de l'alcool qui te manque, il y a des gens qui ont cette maladie ou quelque chose comme ça. Mais c'est la pression sociale, tu te dis tous mes potes ils boivent, moi je vais boire aussi. Ouais, pour suivre le mouvement quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Mais du coup ça c'est un peu compliqué. Mais du coup il y a des bénéfices au Dry January. Bénéfices. On parle beaucoup d'un meilleur sommeil, un gain d'énergie et une meilleure concentration. D'un point de vue personnel, certains y voient aussi un sentiment de fierté et de contrôle de soi. C'est un peu vrai, un mois sans boire, surtout quand on est étudiant, qu'on sort souvent. Oui, c'est vrai. Et le reste, tu le ressens ? Le sommeil, etc. En vrai, oui, ça va. Là, je me souviens, ce matin, je me suis réveillé, j'étais... Là, t'as une meilleure capacité de concentration que d'habitude. Bon, oui, pas énorme non plus, mais c'est mieux que le lendemain d'un jeudi normal, quoi. Ou d'un vendredi, ou d'un samedi. Un lundi aussi. Un lundi, voilà, bref. Du coup, pour réussir ce Dry January, c'est important d'anticiper certaines difficultés. Bon, comme je t'ai dit, la pression sociale, c'est assez compliqué. Il faut assumer son choix, dire non merci des fois dans des situations. Il faut aussi avoir des habitudes, il faut contrer des habitudes ancrées, comme un verre en fin de journée, ou le week-end, ou quand on va en soirée. Pour y faire face, on peut remplacer l'alcool par des sodas, ou encore des boissons non alcoolisées, comme les bières sans alcool. On les avait amenées, mais on n'a pas le droit de les montrer à l'écran apparemment. Ouais. Un peu dommage. Puis maintenant, toutes les marques de bière ont leur version sans alcool. Ouais. Et même, je crois que c'est Heineken 0%, maintenant c'est le sponsor de la ligue professionnelle de paddle. Donc vraiment, ça fait... Pour le coup, ça c'est pour... ça fait un gros c'est boom. pour éviter la loi E20. C'est ça. Parce en fait, t'as pas le droit de faire la pub de l'alcool, mais une boisson sans alcool, t'as le droit. Du coup, même sur la Formule 1, il y a Heineken est présent. C'est comme ça qu'ils arrivent à se placer. Ouais. Et puis vu que le logo il se ressemble en fait. En fait, il y a juste écrit 0,0 dans tous les cas, il parle de la marque. Ça revient au même. Voilà. Un mec qui aime la bière, il va voir écrit à Heineken, il va dire bon, petite bière, tu vois. C'est ça. Du coup, certaines personnes choisissent aussi de ne pas rester seules, de faire ça à plusieurs. Parce qu'avoir du soutien, ça peut toujours aider. Par contre, le Dry January ne fait toujours pas l'unanimité. Certains professionnels de santé soulignent qu'un mois sans alcool, ça ne suffit pas.
à moins de modifier durablement le comportement. D'autres craignent même l'effet inverse, qu'au début février, on s'envoie pour attraper le mois de janvier. Grande question pour toi, est-ce qu'à la fin du mois de janvier, tu vas partir jus Ben, d'orange à fond? je pense que le 1er février à minuit pile, la petite bière sera ouverte. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Après, c'est parce que t'es au début du défi aussi. C'est ça. Peut-être Puis que si dans 2 semaines, c'est une bière de récompense, c'est pas pareil que de mettre une grosse murge. Oui, mais je pense qu'il n'y en aura pas qu'une. Mais on va enchaîner et... Du coup, malgré ces risques, le Dry January a au moins le mérite de faire parler du sujet. Il contribue à lever certains tabous autour de l'alcool et rappeler qu'il est possible de s'amuser, de sociabiliser, de se détendre sans boire. Si on veut résumer tout ça en quelques mots, le Dry January n'est pas une solution miracle. C'est avant tout une expérience personnelle, un défi qui peut nous permettre de réfléchir sur notre consommation, savoir si on a un problème avec l'alcool ou si on peut s'amuser. Pour s'amuser, il faut boire. De mon côté, la réponse est non. J'ai tenté l'expérience cette année, du coup, j'ai passé plusieurs soirées. Je me suis amusé et j'ai pas ressenti le besoin de boire. Hier, on a passé une très bonne soirée et t'as pas bu par exemple? J'ai pas bu par exemple, alors que tous mes collègues autour de moi ont consommé. À part Elsa qui me suit dans le Dry January. Absolument. Et vous avez envisagé ou pas, vous, de faire le Dry January? Moi, je le fais à la fin du mois. pendant le stage, je vais le faire. Ah, ok. Il y a juste 4 jours en janvier. Hein. Ouais. Gros défi. Elsa? Et moi, je bois moins d'alcool que Léo en général, mais j'avais arrêté après la soirée du BDE parce qu'il fallait arrêter. Et du coup, j'ai pas repris. Je me suis dit qu'un mois, en vrai, c'était pas grand chose quand même sans alcool. Donc voilà, on le tente, on verra bien. Ok. Bon, moi, cette année, je le fais pas, mais l'année dernière, je l'avais fait et ça avait été une franche réussite quand même. Le 2 janvier, je crois. Le 6. Le 6 janvier, 38 rue droite. Ouais. Bon, je me souviens plus exactement. Bon, en tout cas, merci pour ta chronique, Léo. Merci et puis, on parle d'un sujet important quand même. Oui. Voilà. Et petite statistique, il y a 20% des Français qui l'ont fait en 2024. C'est quand même assez répandu. 20%, c'est une personne sur 5. Tu me corrigeras? Non, c'est exactement ça. Wow. Donc c'est quand même assez répandu, même s'il y a des gens qui n'ont toujours pas entendu parler. Mes parents n'en avaient pas entendu parler. Ils m'avaient dit de quoi tu parles, Dry January quoi? Ouais, c'est pas encore. C'est pas encore trop connu, démocratisé partout, mais ça se fait de plus en plus. Donc à voir pour la suite. Est-ce que vous pensez que ça aide vraiment des gens à arrêter après ou en tout cas à diminuer? Ou est-ce qu'au contraire ça pousse à des excès après Moi je pense pas parce que regarde Léo, ouais. Le premier truc qu'il va faire après c'est... Oui, mais en fait moi je me dis là c'est les années étudiantes, on profite. Oui, ouais. Et je sais que si je peux faire un mois maintenant, dans 10 ans je serai en train de bosser, je vais pas mettre des murges tous les soirs. Ouais. Bah, chez les jeunes pour moi non. Oui, chez les jeunes je pense que c'est plus compliqué en effet de, on va dire, de baisser des excès alors que au final un mois c'est pas non plus exceptionnel. À voir. Je pense que sur le long terme, peut-être quand ça deviendra plus connu, peut-être que ça aidera, mais aujourd'hui, je pense que c'est impossible en réalité. Même un mois, c'est pas non plus. Il y a certains qui voudraient le rendre vraiment obligatoire, par exemple en France, on n'a pas le droit de boire tout le mois de janvier. Oh non, c'est peut-être. Ce serait impossible, je pense. Moi, je trouve aussi que c'est un peu. C'est propre à chacun. Puis, dans ce cas-là, c'est la cigarette aussi. Voilà, et puis je pense que les entreprises d'alcool, c'est un peu catastrophique pour eux. Léo, on te souhaite bonne chance. Merci. Et merci pour ta chronique. On va enchaîner avec toi, Clara. Donc, toi, tu vas nous parler d'un marché, mais d'un marché un petit peu spécial. Alors effectivement, en Chine, trouver l'âme sœur devient de plus en plus compliqué. Le nombre de mariages a diminué de 20% entre 2023 et 2024 et la natalité est en baisse. Pourtant, il existe une solution très originale, les marchés aux célibataires. Donc attention, ici, ce ne sont pas les jeunes qui s'y promènent, ce sont leurs parents. Donc à Chongqing, c'est la deuxième ville la plus peuplée de la planète, y a un parc qui se transforme en Tinder à ciel ouvert. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? On a des dizaines de parents qui se tiennent le long des allées avec des pancartes ou des affiches qui affichent la photo de leurs enfants, donc leur âge, leur taille, le poids, le diplôme et parfois même le salaire. Ouais, parce qu'il y a une dimension économique très très importante en Chine. Et aussi même, il y a des informations même plus privées sur les expériences passées des prétendants, et même des fois c'est un peu c'est compliqué. Effectivement. Et ensuite, donc les échanges commencent. Donc les maires discutent de la taille, de l'emploi, parfois même des appartements, des voitures. Donc les parents ils jouent un rôle intermédiaire, ils négocient, ils sélectionnent et parfois ils décident à la place de leurs enfants sous prétexte que souvent ils n'ont pas le temps. Donc je propose qu'on mette un petit extrait. 87年，听我女孩子搭的条件好的，主要在ICT是小的。很难抓过来。哎，你们这里哪一年的？我那你说的啥对方不是啥？男朋友不是一般的男，相当的男。我们移民的老了，小孩子男不婚女不嫁，相的老了。
Ouais, c'est ce que vient d'expliquer la vidéo. Bon, avant que je vous donne plus de détails, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque particulièrement ou Ouais, pas c'est bizarre. En vrai, c'est choquant, mais je me dis que c'est pas plus que des mariages arrangés comme il en existe dans des pays du Moyen-Orient, d'Afrique ou même Bah, il y a un peu partout. Il y a 50 ans, chez nous, c'était pareil. Hein. Non, mais je trouve ça un Même ça peu va encore superficiel pour quand certaines même. Le fait d'afficher le salaire, les voitures, c'est quand même vachement superficiel. Je pense que ça donne un peu une image de l'amour qui est un peu. C'est choquant, mais venant de la bizarre, Chine, et ça me choque pas trop. Oui, voilà. Venant de la Chine, mais même toi qui es corse, il y a certainement des grandes familles corses où ils font un peu des trucs comme ça aussi. Ah, je pense dans l'histoire, il y a eu des mélanges. Hein. Dans les villages avant, pour aller, on pouvait pas aller d'un village à 1 heure de route à pied. Du coup, les cousins, ils devaient se marier au bout d'un moment. Directement. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Comme ça, il y a des villages, c'est comme ça. Mais là-bas, je pense qu'ils voient ça juste dans une façon de aussi eux avoir un statut social qui augmente en mariant leur fille, je sais pas, à un garçon d'une famille qui est beaucoup plus riche, quoi que ce soit. Mais je trouve ça vachement superficiel quand même au niveau Et puis sur le aussi, marché. en Chine, il y a une culture où tu dois vraiment t'occuper de tes parents quand ils vieillissent. Donc tu dis merde, mon enfant il va pas avoir d'enfant. Donc qui va s'occuper de lui quand il sera vieux. Et d'où l'importance aussi de l'aspect financier. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir quel âge ils ont, les enfants qui sont présentés là, parce que si c'est des gens de 20 ans. C'est la vingtaine, non? C'est la vingtaine, c'est des trentenaires aussi, je pense. Ouais, mais c'est tôt encore. Enfin, ils ont le temps de trouver. Les trentenaires, c'est un peu comme à l'époque, on appelait ça les vieilles filles. C'est celles qui. Oui, c'est ça, ouais. Tu trouvais pas de marier avant 30 ans. Oui, je pense après 30 ans en Chine, je pense il est temps de te marier, sinon tes parents. Au bout d'un moment, ils font la pub et voilà. Ouais. Oui, et du coup, cette situation, elle s'explique par une véritable crise démographique en Chine. Donc, y a, comme je disais tout à l'heure, les mariages sont tombés au niveau le plus bas depuis qu'on enregistre les données, avec environ 6,1 millions de mariages en 2024. Et ce déclin, c'est la cause de plusieurs choses. Donc déjà, la pression financière énorme. Donc, comme je disais, les logements, la dot, le coût de l'éducation. Il y a aussi un changement d'attitude. Bon, c'est pas qu'en Chine en général, mais dans le monde, il y a de moins en moins de jeunes. Enfin, c'est moins important pour les jeunes de se marier. Et puis il y a le vieillissement de la population aussi en Chine, donc il y a de moins en moins de jeunes, donc de moins en moins de mariages parce qu'on se marie jeune en général. Du coup, ça a une conséquence sur la politique de l'enfant unique aussi. Et du coup même la Chine, ils promettent des primes maintenant aux parents qui font genre je crois c'est plus de 2 enfants. Et du coup t'as des récompenses financières parce que voilà c'est une urgence de repeupler. C'est fou. C'est un peu bête d'avoir fait la politique de l'enfant unique pendant 40 ans. En fait, ils ont subi carrément le contre-coup. Bon, merci pour ta chronique, Clara. On va passer à la dernière, celle d'Elsa. Tu vas nous parler d'une gourmande tradition. Absolument, Jules. Alors, chaque début de janvier, c'est un peu le même rituel. Hein. On range les bonnes résolutions. Pas toi apparemment, mais le reste des gens, c'est à peu près ça. On ressort en gros le beurre, le sucre, la frangipane. Bienvenue dans la période sacrée quand même de l'épiphanie. J'espère que vous êtes au courant quand même qu'on est dans la période de l'épiphanie. Oui. J'ai l'impression que la période de l'épiphanie c'est tous les 2 mois. C'est c'est trop bizarre. J'avoue que même moi je ne savais pas exactement quand est-ce qu'on la célébrait. C'est pas un seul jour, c'est le 6. C'est un seul jour. C'est un seul jour, mais la saison elle dure combien de temps? C'est un seul jour. De décembre à janvier. Dans la religion, on va dire pour nous, on va dire c'est en gros tout le mois de janvier. Pour être large, c'est à partir du 6 jusqu'à la fin du mois de janvier. Même, ça peut même aller en février en réalité. Souvent on dépasse. C'est en gros quand tu as envie de manger une galette des rois, tu la manges et puis au bout d'un moment ça s'arrête. Alors je sais pas si vous savez exactement ce que c'est l'épiphanie. Moi j'étais pas au courant. L'épiphanie, alors comme beaucoup de fêtes chrétiennes, ça vient d'une fête païenne à la base. Chez les catholiques on le fête le 6 janvier, d'où le commencement de la fête. Et en fait ça célèbre l'arrivée des rois mages. Petite question, les noms des rois mages? Paul. Dommage, non? Jean. Toujours pas. Pierre. Non. Nathan. Louis. Non, mais vous avez... Leslie Benzaken. Vous avez pas le nom des rois mages? Je sais pas ce que c'est les rois mages. Ok. Balthazar. Oui. Lancelot. Non. Alors, je vous le donne. Archibald. Melchior, le premier, Gaspard et Balthazar. Non, Melchior pour le trouver. Melchior, faut y aller, mais écoutez... en tout cas, les rois mages, donc trois rois venus pour la naissance de Jésus, pour lui amener de l'or, des encens, etc. Je vais pas vous faire un récap de la religion chrétienne, mais en gros, c'est ça. Et donc l'épiphanie, à la base, c'est ça vient du grec epiphania, waouh, qui signifie apparition, donc l'apparition du Christ. Okay. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est pas ça qu'on fête vraiment. Hein. Puis surtout qu'il y a 60 millions de galettes qui sont vendues chaque année.
Et il n'y a pas 60 millions de chrétiens en fait, Clairement pas. ça a dépassé la religion. Non, mais je pense que c'est comme Noël, ça a Ouais. totalement dépassé la religion. Il y a 2 tiers des Français qui en mangent au moins une fois dans l'année. Oui, donc, et même pas qu'en janvier, je pense que tout au long de l'année, il y en a peut-être qui ont un petit plaisir à manger une galette des rois. En tout cas, l'épiphanie, comme on l'a dit, c'est surtout galette des rois. Alors, il y a une histoire, bien évidemment. La galette, elle remonte il y a bien longtemps, à l'époque des Romains. On partageait déjà un gâteau avec une fève à l'intérieur. Alors, petite question pour vous. À votre avis, la fève, elle ressemblait à quoi à l'époque ? Je pense. Pardon. Non, Vas-y. dis. Non, je sais pas. Je pense que c'était un animal. Je sais pas pourquoi je le sens bien, genre un mouton. Dans le gâteau ? Ou la petite fève La ressemblait à fève un... ressemblait à un mouton. Je capte, ok. Pour vous donner une idée, c'est pas comme les fèves qu'on voit aujourd'hui. C'était une autre chose qu'on mettait à l'intérieur C'était du pas un gâteau. noyau, non, ou un truc comme ça. Non, Un simple caillou. non, pas très loin. Camille ? Une balle de flingue. Non, Camille a proposé une balle de flingue. Mais Bien c'est sûr pas que ça, non. je- c'était en gros Parce un que- petit haricot Ah. ou une j'allais légumineuse le dire. en général, puis dans une envie de, en gros, faire une tradition de de collection, ils en ont fait des objets de porcelaine, ce qui après est devenu, nous, les fèves qu'on connaît. Alors aujourd'hui, les fèves, elles prennent toute forme, toute taille, on en voit partout. Je sais pas si vous en avez déjà mangé une cette année, une galette des rois, mais Non, pas j'ai encore. vu des Pas fèves encore. très colorées, des fèves qui ressemblent des fois à la galette en elle-même. C'est spécial, ça dépend aussi des boulangeries. Tout le monde a sa forme de fève. Pour revenir à ta question d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait avant les fèves Oui. Lino n'a pas compris parce qu'il a dit avant les fèves il y avait une fève. Ok, et bah écoute, je pense qu'il a raison, du coup on va dire qu'il a raison. Il est bon, il Voilà. est bon. Alors à l'époque, celui qui trouvait la fève devenait carrément un roi pour le jour. C'était Ok, vraiment, beaucoup plus quoi. puissant qu'aujourd'hui. Hein. Bah, C'était aussi, vraiment. Aujourd'hui, c'est pareil, non? Alors aujourd'hui, on achète une couronne sur la tête pendant Ah, ok. 20 minutes et voilà, on fait 2 petites photos et c'est bon. Qu'à C'est l'époque, bien- c'était c'est vraiment, bien aussi. on le traitait comme un roi pour la journée entière. Ah ouais. Je trouve ça quand même vachement plus stylé que ce que nous on fait, clairement. Hein. Bah, nous, Mais, c'est quoi C'est tu vas sous la table Ouais, bah justement, les traditions, elles traversent les siècles. Et il y en a une qui nous, enfin, je sais pas pour vous, moi je la fais pas, mais en tout cas pour beaucoup, est quand même importante. C'est justement le plus jeune sous la table qui distribue les parts de galettes. Bon, autant vous dire que tout le monde triche, donc je sais pas si c'est vraiment une super tradition. Je sais pas si vous la faites, vous. Et Lino il était sous la table parce qu'il est plus petit, tu vois. Mais Ouais, ouais, du coup on la faisait, ouais. Ok. Je crois, ouais, j'ai des vagues souvenirs derrière C'est ça, vrai mais je suis même pas sûr, franchement. Ouais. Non, moi, pas du tout. Ouais, mais je pense que c'est aussi dans certaines régions de France. En parlant de régions, alors je vais vous demander après, mais au nord de la France, c'est plus quand même la galette à la frangipane qui ressort dans les traditions. Dans le sud, la brioche. Je sais pas pour Ouais. vous, je n'ai jamais mangé une brioche des rois. Je sais Moi pas si non on fait plus. ça comme ça. En tout cas, une brioche pour l'épiphanie. Toi Encore, c'est plus ça, moi j'aime pas. Mais tu sais, Ouais. avec des fruits confits, Ah, des- en mode des melons, le des choses truc comme ça. italien, la panettone. En gros, Ah oui, oui, il y a ça. ça, c'est ça vrai. se rapproche de ça, on va dire. Mhm. Ok. Donc vous plus frangipane quand même. Ouais. Frangipane, ouais, mais encore, c'est plus vendu la brioche, on va dire. Mais aujourd'hui, ça se fait un peu à tout. Hein. Il y a même pépites de chocolat, fruits secs, à la pomme, c'est encore un peu plus classique. Mm. Mais là-bas, c'est quand même la frangipane ou la pâte d'amande, qui est moi ma préférée, mais c'est encore Je crois enfin, qu'à c'est un truc de je crois qu'à la parisien. base, c'était le truc de la brioche. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le sud, c'est la brioche qui reste la plus consommée, la plus vendue. Dans le nord, la frangipane. Ici, je sais pas ce qu'ils mangent le plus à Nice, mais en tout cas, chez moi, je sais qu'on mange pas de brioche. Ça n'existe pas, il y en a même pas à vendre dans les supermarchés. Mais en tout cas, celui qui trouve la fève devient roi ou reine, très important. On porte la couronne. Tu veux porter la couronne? Non, peut-être pas, peut-être pas. Il va Mais, porter la couronne. bon, Autant je- se dire qu'il va je porter vais- la couronne. je vais vu porter que Dans l'âge de aujourd'hui, l'émission. c'est un 3. Et bien Bravo, évidemment, je pouvais Jules. pas faire la chronique sans vous ramener une super Ah, galette là des là. rois. Ah. on la dégustera après, pas dans Non, l'école. pas Parce dans que l'école. On n'a pas le droit. Interdit. On n'a pas le droit, voilà. Du coup, celui qui trouve la fève, il devient roi ou reine, il porte la couronne. Alors, je vais pas vous mentir, vous pouvez le voir sur Jules, je sais pas si c'est un honneur ou un En vrai, piège. elle me va bien, non Oui, oui, t'es un Oui, très oui. beau roi. T'es un très très beau roi, franchement, rien Très à beau. dire. En tout cas, aujourd'hui, hein, comme Ouais, j'ai de dit, l'épiphanie, c'est devenu un moment plus convivial qu'autre chose. Entre amis, en famille, c'est toujours un moment agréable en réalité. Hein. Alors qu'on célèbre la fête religieuse, l'histoire ou simplement l'amour d'un petit dessert sympathique entre amis, l'épiphanie, c'est avant tout une fête qui rassemble. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui et je pense qu'on va clairement se faire une petite galette des rois après tous ensemble. Je Ça vous pense. dit? Ouais, Parfait. Avant, il y a Lino qui dit à la levure de bière à la base, c'était les galettes. Bon, En après, tout- c'est Lino qui donne Alors, l'information. peut-être- Orsu et Paminondi, c'est Lino. Oui. Ouais. Ouais, ok. Peut-être en Corse, en tout cas je sais que chez moi la galette des rois c'est de la frangipane depuis toujours en gros. Peut-être qu'à l'époque c'était des... Bon, déjà je vous ai dit,
à la base, c'est vraiment juste un gâteau. C'est pas une galette. La galette, elle arrivait bien plus tard. À la base, c'était juste un gâteau au yaourt ou un gâteau. C'était surtout la fève qui fait que ça devient une galette des rois. C'est pas. Je pense que ça peut changer tant que tu veux. Si tu mets une brioche, tu mets un gâteau, du moment qu'il y a la fève et la couronne, je pense que ça peut marcher pareil. Bon, je sais pas comment ça se passe en Corse, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée importante pour la Corse. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Pas maintenant, là, si tu me dis ça maintenant. Non. Aucune idée. Le 9 janvier. Léo, tu sais pas. Le 9 janvier. Ouais. L'indépendance de la Corse ou le jour où on a perdu l'indépendance de la Corse? Alors, je vais peut-être y venir parce que je découvre ma chronique, mais en gros, le 9 janvier, on célèbre la journée mondiale de la Corse directement. C'est une date qui met en lumière l'identité, l'histoire et la culture de l'île de Beauté, bien au-delà de ses paysages méditerranéens et du coup de son attrait touristique. Donc là, je t'ai mis. Tu peux peut-être commenter la photo. C'est l'église de chez moi, je vois ça de ma fenêtre. C'est l'église de San Martino di Lota, mon village dans le Cap Corse, côté est. Ok, donc côté est de la Corse, c'est au-dessus de Bastia, c'est ça ? C'est ça, juste au-dessus de Bastia, Dans le bord de Bastia. 20-30 minutes de Bastia. Ok, donc cette journée, c'est pas un simple anniversaire, elle est ancrée dans la mémoire historique de la Corse. Le 9 janvier, c'est pas une journée choisie au hasard. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont choisi le 9 janvier ? Aucune idée. toujours pas. Aucune idée. Et ça s'explique par la naissance de Daniel Casanova, qui est né à Ajaccio en 1909. Et donc c'était une résistante corse qui donna sa vie contre l'occupation nazie et qui mourut en déportation à Auschwitz. Et donc son parcours, il symbolise à la fois la force, le courage et la liberté qui ont façonné un peu l'âme insulaire de la Corse. Parce que voilà, les Corses, ils sont fiers, ils sont courageux, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et du coup, cette initiative de célébrer cette journée, elle remonte à 2009. Elle est portée par des artistes et des associations comme Corsica Diaspora. Je sais pas si tu connais cette association. Je connais deux noms, mais je sais pas ce que c'est. Bon, en gros, ils ont voulu donner une vitrine internationale à la Corse et à sa diaspora. Et l'idée, c'est de faire vivre une culture vivante à travers la langue, les traditions, la musique polyphonique, la gastronomie ou encore les récits historiques. Et du coup, de montrer que l'île, c'est bien plus qu'une simple carte postale estivale finalement. Donc toi, c'est quoi vu que là, t'es le seul Corse, il me semble, autour de la table. Oui. Toi, t'es demi-Corse. Ouais, on va dire ça. Pour toi, c'est quoi un peu ce qui est important dans la culture corse, les éléments vraiment que tu retiendrais ? Comme tu l'as dit, je pense que la liberté, on a notre langue, ça s'est un peu perdu dans les autres régions, même si ça reste encore un peu. On a réussi un peu à garder notre langue. Moi, j'ai fait des cours de corse au lycée, au collège, je sais plus. Bon, ce qui est important, c'est la liberté. On a toujours été un peu autonome parce qu'on a été sous Gênes, sous Pise, sous la France aussi. On a réussi à avoir notre indépendance. La liberté parce que aussi on a été Pascal Paoli qui avait mis la République en Corse avait fait la première constitution au monde ou une des premières constitutions de laquelle se sont inspirés les États-Unis et qui ont suivi, tous les autres ont suivi. Donc c'est ça, la liberté, l'autonomie et on est une île, donc tous les territoires insulaires ont un peu cette âme, je pense. Ok, c'est bien Léo, t'as bien révisé les cours de Madame Wagner. Donc aujourd'hui, cette journée, elle invite aussi à réaffirmer la présence des Corses dans le monde, à valoriser leurs racines tout en liant générations, territoires et citoyens dispersés dans le monde. C'est surtout une fête pour les gens qui ne sont plus en Corse, qui sont sur le continent. C'est ça. Et c'est une occasion de réfléchir à la transmission de cette identité entre traditions profondément enracinées et un peu la modernité numérique qui tend quand même à faire disparaître quelques aspects de la culture corse. Et du coup, ainsi, le 9 janvier, ça devient plus qu'une date, mais c'est vraiment une fête de l'identité corse, un hommage aux figures historiques et un moment du coup pour célébrer la richesse culturelle de cette île méditerranéenne unique. C'est vrai, mais je pense que c'est peut-être célébré plus par les diasporas, enfin ceux de la diaspora, qui en parlent sûrement, parce que moi je n'en avais jamais entendu parler, mais peut-être que l'an prochain je la ferai. Ou même ce soir. Ce soir sous galette. Ce soir sous galette, célébration. En tout cas, la partie chronique touche à sa fin. Merci, c'était franchement intéressant. Et on va tout de suite passer au débat. Donc au début de janvier 2026, une opération militaire menée par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump a abouti à la capture, comme vous le savez, du président vénézuélien Nicolas Maduro. Exactement, suivi de son transfert vers New York pour y être jugé. Donc dans la foulée, Washington a annoncé qu'il gérait temporairement le Venezuela et envisageait de contrôler ses ressources pétrolières tout en annulant une deuxième vague d'attaques
Donc pour eux c'est un signe de coopération. T'attaques le pays mais une seule fois. Coopération. Donc cette action forcément elle a déclenché une vague de réactions internationales. Donc des condamnations pour ingérence militaire et violation du droit international. Et des soutiens aussi timidement exprimés. Donc au début Emmanuel Macron sur Twitter il a quand même soutenu Donald Trump. Et aussi voilà, des membres de l'ONU qui ont soutenu. Mais du coup, la question que je vais vous poser, c'est dans quelle mesure, d'après vous, l'intervention des États-Unis au Venezuela sous Donald Trump peut-elle être considérée comme légitime pourquoi, du point de vue du droit international, de la sécurité, de la défense ou même des droits humains, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de légitime? Est-ce que vous comprenez l'action et est-ce que, d'après vous, ça doit être condamné? Juridiquement, non, c'est pas légitime, je crois, parce que ils font pas. Ils respectent pas le droit international. Oui, et voilà, ils ont pas eu l'autorisation du Conseil de sécurité. Après, Ils l'ont même pas demandé. Ouais. Oui. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. du coup, ça constitue une utilisation de la force sans mandat. C'est comme ça que ça s'appelle juridiquement. Non, je pense que c'est difficile de rendre ça légitime sous n'importe quelle forme. Ouais, aurait oui, voilà. été, Oui, même politiquement. voilà, ouais. je pense que dans tous les cas, s'il y a une envie cachée, on va dire, de rendre un pays la paix, d'y mettre la paix, d'y mettre peut-être une politique, on va dire, plus saine que celle de Maduro au Venezuela, elle se fait pas ressentir, en tout cas pour l'instant. Donc à voir ce qui va arriver là-bas, mais j'y crois pas trop sincèrement. Puis, mine de rien, c'est quand même, de par des intérêts géopolitiques et même Donald Trump, il s'affirme de plus en plus en tant que, je sais pas si ça se dit, mais un peu genre néo-impérialiste. Donc voilà. Et puis il fait ça juste avant les élections de mi-mandat, il risque de perdre beaucoup de pouvoir. Oui. C'est toujours pareil aux États-Unis, l'élection de mi-mandat, souvent le président en place perd la Chambre ou le Sénat, alors que lui là, cette élection, il avait tout. Donc je pense qu'il fait cette action en se disant je fais oublier mes frasques et je montre que les États-Unis c'est la première puissance mondiale ou des choses comme ça. Et puis je pense qu'il faut pas oublier aussi que cette attaque elle arrive seulement quelques jours après que la liste Epstein soit sortie et que son nom soit absolument mis partout et qu'il y ait même des photos qui ressortent. Donc je pense qu'il faut pas oublier aussi qu'il a choisi son moment, je pense, pour aller attaquer un pays de son continent. Donc je pense que voilà, c'est quand même Trump, faut pas l'oublier. Je pense qu'il est prêt à tout. Donc et il faut aussi dire que les États-Unis, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça depuis, toujours justifié par la doctrine Monroe. C'était le 5e président des États-Unis. Et à la base, c'était une doctrine pour se protéger de l'Europe, même si à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de le faire. C'est pour dire aucun territoire, pas encore aux mains des Européens, on ne laissera pas faire. Mais Roosevelt, au XXe siècle, a repris ça en disant on intervient quand ils ne sont pas d'accord avec nous. Du coup, tout le XXe siècle, il y a eu... tous les pays, aucun pays d'Amérique du Sud n'a été épargné et ils ont toujours placé quelqu'un qui était en leur accord et pendant la guerre froide, toujours quand il y avait quelqu'un de communiste, même juste socialiste, c'était dehors, même si c'était pour mettre un dictateur comme en Argentine, au Brésil, tous les pays d'Amérique du Sud ont connu la dictature pour éviter le communisme à cause des États-Unis. Et du coup, c'est dans cette même veine que Donald Trump a fait ça, sauf que la dernière intervention, c'était en 89. C'était pendant la guerre froide encore. Donc là, c'est la première intervention de cette ampleur depuis la guerre froide. Et c'est parce que Trump est sent menacé par la Chine, peut-être moins par la Russie, mais c'est toujours une menace. Et avec même les BRICS qui commencent à monter, il sent une menace et il veut imposer sa marque. Mais il dit que c'est contre le narcotrafic. Voilà. Il y a déjà, là on a cité des côtés plutôt illégitimes, mais voilà, il y a aussi des arguments en faveur de la légitimité de l'intervention. Donc tu le disais, le narcotrafic et aussi peut-être une menace sécuritaire, je sais pas ce que vous en pensez. Après Maduro, ça fait 10 ans qu'il était là, donc il aurait si c'était ça la vraie justification, il aurait intervenu avant. Mais pour moi, le narcotrafic, c'est pas justifié parce que il y a au moins, il y a plusieurs pays qui ont des plus gros problèmes avec le narcotrafic que Venezuela. Il y a la Colombie, puis surtout, même le Mexique, il y a beaucoup plus de passages. L'exemple qu'il donnait, c'était que c'était le Venezuela qui était une passerelle pour la drogue jusqu'aux États-Unis, alors que on va pas oublier que le Mexique est quand même collé aux États-Unis et que c'est littéralement la plus grande passerelle de drogue vers les États-Unis. Mais encore, ce qu'il faut surtout, je pense, penser, c'est que là aujourd'hui, au Venezuela, c'est le bras droit en gros de Maduro qui est au pouvoir. Aussi parce que l'opposition de Maduro, c'est la femme qui a eu le prix Nobel de la paix cette année. Absolument. Trump le voulait. Elle lui a dit que c'était pour lui qu'elle l'avait eu, etc. Mais il a clairement annoncé qu'il attendait qu'elle lui amène et qu'il le voulait pour lui. Et donc, bien évidemment, il n'allait pas lui donner le pouvoir. C'est ridicule, c'est pas dans le vent. Ouais, voilà, si on écoute Trump et que Maduro, c'est vraiment un trafiquant de drogue
c'est pas si tu l'enlèves lui et pas tout son gouvernement que ça va changer. Exactement. Ça ne change rien. C'est qu'il y a C'est aussi il y a ridicule. une dénonciation d'un régime accusé de violence des droits humains, le Venezuela. Et du coup, du point de vue de certains défenseurs des droits humains, isoler ou remplacer un dirigeant accusé de Ça crime, ne change rien. ça peut être, ça peut être justifié moralement. Oui, non. mais sauf que c'est sa vice-présidente, c'est le ministre qui l'a mis en Mhm. place. Oui, le je pense système que- ne bouge pas. Si c'est vraiment lui le problème, peut-être que ça peut aider, mais ça ne fera pas avancer les choses de façon drastique, de l'enlever juste l'homme qui est le visage de tout ça. C'est pas parce que c'est le visage que c'est lui qui... C'est pas les mains, tu vois, c'est pas lui qui le je fait. comprends. Ça peut être lui qui l'organise, ou si c'est un criminel, etc., si dans le narcotrafic, c'est peut-être bien, on va dire, de l'enlever de ses fonctions de cette façon-là. Je ne suis pas sûre de kidnapper un homme, c'est jamais la meilleure des façons. Mais la photo est stylée. La photo est carrément stylée, mais bon, peut-être que c'est pas le truc le plus éthique possible. Et Donc à voir, franchement. dernier côté qui, allez, on va dire, légitimise l'intervention. Mhm. J'en ai discuté avec Sébastien dans notre classe qui est vénézuélien et du coup qui a de la famille là-bas. Mhm. Il disait que une partie de la diaspora ou même des exilés, ils voient d'un bon œil le remplacement de Bien Maduro. sûr. Parce Et qu'ils oui. sont pas sur le terrain. Mais bien sûr, Ils sont mais pas. Ouais, mais même la population, il y a eu des. il y a eu des manifestations scènes de liesse à de- Paris, de ouais. bonheur, ouais. Mais c'est très bien, mais en fait, je pense que c'est pas en changeant le président que ça va changer les choses. Mais après, la véritable raison de cette intervention, c'est pour que les États-Unis aient le contrôle du pétrole vénézuélien. Ouais, C'est bah la oui. plus grande ressource au monde. Trump l'a assumé au final. Mais finalement, il a dit que leur pétrole lui appartenait et ça appartenait aux États-Unis en réalité. Donc, comme ça, il va pouvoir couper les vannes pour Cuba. mhm. Les territoires comme la Russie ont du pétrole, les territoires comme la Chine ont du pétrole, et les pays du Maghreb, enfin pas du Maghreb, de l'Arabie, la péninsule arabique ont du pétrole. Sauf que si le pétrole vénézuélien, il n'a pas besoin de faire des alliances, de s'accorder avec l'Arabie Saoudite ou avec des régimes comme ça. C'est pour devenir plus indépendant, Mhm. comme l'a toujours voulu les États-Unis. Moi, je pense que si ça peut aider le peuple vénézuélien, c'est très bien, mais j'ai peur de voir ce que ça va donner dans le temps, parce que peut-être que sur quelques jours, c'est vrai que c'est agréable de voir que... Il a Le dit qu'il président, voulait tenir le pays plusieurs années. c'est Ouais, ça. voilà, donc oui, mais là, Ouais. en ce moment, je suis d'accord que peut-être que voir que ton président, dont tu n'avais pas confiance, partir, c'est peut-être un bon point, Ah, mais oui. mais Oui. je pense que quand ils vont se rendre compte qu'au final, c'est les mêmes personnes qui vont choisir Oui. tout, ça va peut-être pas être du même avis. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer Ouais, quand c'est même pour ça pour que eux. ça, c'est en tout peut-être cas. un petit peu tôt en vrai, on n'en sait C'est ça, rien, exactement. on verra ce qu'il en est. Bon là on a évoqué du coup des aspects légitimes Mhm. et illégitimes, peut-être pour clore le débat, chacun vous disiez, Léo toi t'as déjà pas mal dit ce que t'en pensais, mais Clara, est-ce que t'en penses un petit peu pour toi, est-ce que quand même l'invasion elle est légitime ou non? En fait, je rejoins un peu ce que disait Elsa, parce que non, c'est pas légitime déjà d'un point de vue juridique, et puis même ça arrangera rien, je pense, sur le long terme Mhm. d'agir comme ça, je pense. Ok, Elsa. J'ai envie de me faire l'avocat du diable en disant que si pour le peuple c'est ok, alors on va dire qu'il faut rester comme ça et voir comment ça va évoluer. Mais sincèrement, de la façon dont ça a été fait, ça peut pas être légitime parce que il a kidnappé un gars, quoi. Donc c'est quand même pas le meilleur des trucs. Donc non, je pense qu'on peut pas dire que c'est légitime. Peut-être qu'il y a des raisons qui ont poussé à faire ça, mais légitime, non, c'est un trop gros mot pour dire que les actions de Trump en ce moment, c'est légitime. Léo. Moi, je crois pas trop à ce qu'il intervienne juste pour le peuple vénézuélien. Je pense qu'il est là que pour les ressources. Du coup, non, c'est pas légitime. Même si t'as la doctrine Monroe, c'est un truc qu'il avait fait il y a 300 ans. C'est une Au bout bonne d'un- excuse. Au bout d'un moment, il faut avancer. Quoi. Bon, en tout cas, on parlait de pétrole tout à l'heure. Là, il a annoncé dans la journée qu'il commençait le forage de pas mal d'exploitations pour amener au pays, Ouais. pour mettre la daronne à l'abri. Donc, félicitations à lui. Merci pour ce débat qui était franchement très intéressant. Et puis, on va passer à la dernière partie de l'émission, les petits quiz. Ouais. Ok. Elsa, évidemment, je compte sur toi pour pas tricher. On va commencer Ah oui, par pardon. le classique quiz d'actu. D'habitude, je demande aux gens, allez, comment vous informer et tout, mais On n'a pas le temps, on n'a ouais, pas le temps. on a pas le temps, Surtout puis qu'on on- s'informe on a extrêmement la beaucoup. flemme. Puis de toute façon, on n'est pas journaliste, hein, on s'informe pas, que ce soit bien clair. Par contre, est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Elsa, tu triches pas, hein? Non, mais j'ai jamais triché. Si, t'es Je tricheuse. pense que je vais gagner les quiz en vrai, mais je dis ça. C'est pas Ok, possible. c'est fort possible. Première question. Donc, je rappelle les règles. Vous avez le droit de me couper la parole une fois par personne, hein. Si vous avez tort, par contre, c'est fini pour vous. Une fois dans tout le quiz. Par question. Ah bah, Par excuse-moi. question. Non mais excuse-moi. Vous êtes prêts? Oui. Alors, Boualem Sansal Mhm. a récemment fait parler de lui en France. Est-ce que vous savez pourquoi? Il s'est fait libérer Ouais, il a été d'Algérie. libéré. Non, autre chose, plus récent, vraiment, ça date d'hier, il me semble.
C'est. Comment le dire sans le dire finalement, parce qu'après vous avez la réponse. Ouais. En fait, il est candidat à un certain poste dans les hautes sphères culturelles Wow. françaises. L'Académie française. Ouais, exactement. Il s'est Ah ouais posé candidat. Ok. À l'Académie Ça française. serait bien. 0,5 points pour toi, Léo. Ouais, Oui. celui-là, Donc l'élection, elle aura lieu le 29 janvier. Le jeudi 29 janvier, et du coup le romancier, comme on disait, qui a été emprisonné durant une année à Alger, vise le fauteuil numéro 3, occupé par Jean-Denis Bredin. Donc Boualem Sansal a fait acte de candidature en envoyant une lettre à Amin Mahalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie et aux Immortels. Et du coup, par souci d'équité, notons que d'autres l'ont fait également. Il y a Yves-Denis Delaporte, Jean-Yves Guerla, le fameux, bien sûr. le GOAT, Philippe Lux et Olivier Mathieu. Bon, il y en a d'autres qui ont postulé les dernières semaines. On verra ce qu'il en est. Ça, c'est l'Académie française, c'est à vie. Ouais. Donc oui, il faut faire la place. T'es mandaté juste à temps que tu Meurs. décèdes directement. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Ouais. On parlait de Donald Trump. Oui. Donc il convoite le Venezuela, mais c'est pas tout, il convoite quoi aussi? Le Groenland. Exactement. Groenland, bien sûr. Territoire indépendant qui appartient au Danemark. Mhm. Et du coup, il y a eu un petit sondage qui a été fait du côté des Américains. D'après vous, quelle est la part, en pourcentage, donc c'est un juste prix, d'Américains qui soutiennent l'achat du Groenland par les États-Unis? 58%. 57. 66. T'as dit combien toi? 58. Et toi? 57. Félicitations Léo. Oh là là. Parce que vous C'est avez beaucoup moins. tout faux, c'est 28%. C'est vraiment beaucoup moins, mais c'est déjà quand même un quart de la population Ouais, qui c'est soutient énorme. l'annexion d'un territoire indépendant. Je pensais que ça aurait été plus. Un parce autre que, pays déjà. directement. Vu le Moi aussi. niveau des Américains en géographie, je me suis dit qu'ils se C'est sont vrai. dit ouais, le Groenland on le prend, et que la Oui, ça moitié. peut Je là, me suis dit que la moitié avait dit oui. Mais Oui, moi aussi, je me suis dit que c'était bien plus parce que ils sont pas. Enfin, c'est pas le peuple le plus je me dis, intelligent. si la moitié hein. vote Trump, ils vont tous C'est dire ça, oui. exactement. quoi. Je Mais pense bon. à la même chose. Bon, en tout cas, il y a 28% qui soutiennent l'achat. Il y a seuls 8% des citoyens américains qui approuvent une éventuelle intervention militaire de la part de D'ailleurs, je comprends pas Washington. pourquoi c'est intéressant parce qu'ils ont déjà des bases là-bas. Donc ils disent que c'est pour Oui. se protéger de la Russie, mais. C'est aussi parce qu'avec la fonte des glaces, Ouais. il y a des nouvelles routes Oui. qui se construisent au nord. Du coup, c'est important d'avoir des points C'est sûr. d'ancrage. C'est sûr. Et puis c'est Trump, donc on peut pas tout Mm. comprendre. hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, Elsa, le quiz in the pocket. J'ai dit Elsa, Non, je voulais dire ouais. Léo. Non, mais c'est moi, ça va aussi. Je te jure, c'est grave pas toi. 1,5 point pour toi, Léo. Les filles, réveillez-vous. Ça Oui, va oui. pas du tout. Troisième question. On arrive. Il y a une enquête qui a été faite par l'IFOP, TF1 et LCI concernant les personnalités préférées des Français Ah. en 2025. Donc là, on va faire un petit peu. Je distribue des points. C'est qui la personne préférée des Français? Ah. Chez les jeunes, Hugo Décrypte. C'est pas ma question. Ouais, mais les 15-24, c'est. Jean-Jacques Goldman. Ouais, Jean-Jacques Goldman. Il est exactement. tous les ans, lui. Omar Sy, toujours, non? Ouais, t'as Omar Sy qui est. Jordan qui est Bardella, il quatrième. est. Jordan Louane. Bardella, il est 17ème ou un truc comme ça. J'ai que le top 10. Ah là là. Je suis un c'est piètre trop journaliste. nul. Zidane, il est toujours là, Ouais. non? Zidane, il est 5ème. Zinedine Zidane. Griezmann, est-ce qu'il est toujours là? Il y a Mbappé il y a hype. Griezmann, non. Mbappé. Mbappé, non. Bon, je vais vous dire un petit peu. Donc là, on parle des Français en général. Est-ce que Après, Jean-Jacques on va Goldman, faire, c'était le premier? Oui. Ouais, Goldman Wow. numéro 1. Après, Florent Pagny. Ouais. Ok, pourquoi pas. Ouais, mais c'est parce qu'elle était malade. Francis Cabrel, Omar Sy, Zinedine Zidane. Première femme. Première femme. Attends. parlé. Elisabeth Borne. Waouh. On en a Exactement. parlé quand? On en a parlé avec Bertrand Gaziglia parce qu'il y a une petite glissade sur un tapis rouge il y a quelques années. Ah, Sophie Marceau. Exactement, Sophie Marceau, ouais. Sophie Marceau. Wow. Après, on a Mylène Farmer, Thomas Pesquet, Soprano. Ah, Voilà. Thomas Pesquet, ouais. Il est en feu. Et Michel Sardou. Donc ça, c'est pour la personnalité préférée des Français, tous les Français. Ok. Et maintenant, du coup, on passe aux 15-24 ans avec en première place, tu le disais. Hugo Décrypte. Exactement. Après, directement, on a une femme. Louane. Une association, ouais. Mais. Non, c'est une chanteuse. Une chanteuse. Yana Komoro. Ouais, exactement. Ah ouais, Ayana bien Kamura. sûr. Après, bon, on a Pierre Ninet, Antoine Griezmann, Ah, qui fait parler quand petits même. jeunes. Théodora Bosselin. Bien Ouais. sûr. Franchement, grosse année pour elle. Louane, tu le disais. Louane. SCH, Philippe Etchebest. Vous voyez ou pas sur TikTok? Ouais, la traîne TikTok. Philippe Etchebest au ralenti, qui est totalement sous ganja. On a encore Soprano.
Toujours là. Oui. Toujours là, frère, tout le monde l'aime. Le GOAT. Il est en feu. Et encore Omar Sy en 10ème position. Oui, non, mais... On donne des points à qui? Jean-Jacques Goldman, Jacques toi. Goldman. Bah, en vrai, Et un point pour les 15-24. Oui, Clara voilà, un aussi. point chacun, ouais, je pense. j'ai- On a trouvé j'ai le 0 premier, point. le premier, Ah, bah oui. 0 point. J'ai dit Omar Sy. Luc valide la règle. Parfait. Un point, un et demi. Luc en mode féministe. Je vais Quatrième avoir des question. problèmes. La chanteuse Beyoncé a récemment passé un nouveau cap dans sa carrière. Est-ce que vous Ah savez oui, ce que c'est? elle est devenue. Non, c'est pas ça. Ah Waouh, non, bah tu finis peux ta le tenter. phrase. Elle est Tente-le. devenue milliardaire. Fais-toi confiance, ouais, exactement. Ouais, j'ai hein. dire ça aussi. donc, Elle a je l'ai vu, officiellement obtenu le statut de milliardaire selon le magazine Wow. Forbes. Mais Elle est la Attention. 5e musicienne au monde à franchir ce cap, derrière son époux Jay-Z, Mhm. Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna. Et donc elle doit notamment... Bruce. Problème Non, Bruce, du ça tout. marche. Bruce, c'est le Bruce France. Springsteen. Ouais. C'était pas mal. Ouais, c'est pas si mal. Elle doit notamment cette fortune à son album Cowboy Carter, sorti en 2024, et à sa tournée. Voilà, donc 5e chanteuse milliardaire au monde, chanteuse slash chanteur. Tu passes devant, Clara, directement avec. Oh là là, 1,5 points. attention. Et la dernière Faut être question clutch. décisive, c'est la question co, pas du tout. C'est une question sport. Il y a un événement sportif mondial, peut-être même s'il perd un peu en ampleur au fur et à mesure des années, qui a commencé récemment, c'est le Dakar. Mhm. Où se déroule l'édition 2026. En Arabie Saoudite. Ouf. Et pourquoi ça fait débat? Parce que c'est un désert et qu'ils ont construit des villes exprès pour ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'habitants, enfin, Ouais, comme il y a- d'habitude il y a avec plein de l'Arabie trucs. Oui, Saoudite, en quoi. gros, ils ont construit des Bon. trucs qui servent à rien. Juste pour pour ça, le quoi. Dakar, quoi. Voilà, donc bon, pour résumer, depuis 2020, le rallye Dakar a quitté l'Amérique du Sud pour s'installer en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat à long terme avec les organisateurs. Donc, comme tu disais, le parcours il traverse principalement des zones désertiques spectaculaires comme le Rub Al Khali qui offre des conditions extrêmes pour les pilotes. Mais du coup, voilà, cette C'est les faux localisation trucs, quoi. elle suscite régulièrement des critiques. Certaines ONG et observateurs ils dénoncent bah, voilà, du sport washing, clairement. Et ils pointent forcément la situation des droits humains dans Ouais, le pays, bien sûr. qui n'est pas toujours optimale. Je sais pas si vous le savez. Oui, on va dire ça. Mais par contre, à l'inverse, les organisateurs ils mettent en avant la sécurité, la diversité des terrains et les moyens logistiques qui permettent au Dakar de rester l'une des courses Quand t'as les moyens, c'est plus les facile. plus exigeantes du monde. Le Dakar, moi quand mes parents ils m'en parlent, j'ai l'impression qu'à l'époque Paris-Dakar c'était quelque chose de fou. Mhm. Mhm. Maintenant on s'en fout, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, franchement, je pense Bah, que. moi, il y a mon père qui est à fond dessus, il m'en parle, il est à fond. Moi, je dis ouais. Et c'est pas mal, mais Ouais. c'est beaucoup moins suivi. Mais Moi, je pense à l'époque, mes parents ils suivaient, mais maintenant, je pense qu'ils ont plus rien avoir à faire, hein. le Dakar chez soi, c'est du sport washing, c'est quand même un événement. Ça reste un événement pour les Mhm. suiveurs, c'est toujours un événement. Bon, sur cette question, tu es clutchissime, Léo. Merci. Wow. Tu gagnes le quiz. Il est 59, donc il y avait d'autres petits jeux de prévus, mais malheureusement non. on va devoir s'arrêter là. L'émission était un petit peu plus courte, on s'en excuse. Mais pas de panique, on revient la semaine prochaine et ça va durer 1 heure. Voilà, merci à vous Avec d'avoir plaisir. participé. Merci beaucoup, Franchement, Jules. c'était Merci à quand même, toi. sympathique. On C'était s'est régalé, cool, je pense. Ouais, on s'est régalé. Ouais, super. Et puis on se dit à la semaine prochaine.